Le rebelle obéissant, trappiste et missionnaire par Unnermann. Page 116. En 1879, au cours de l'été, il alla assister au chapitre général à l'abbaye de Sept-Fonds. Dès la première séance, le chapitre résolut de transformer le monastère bosniaque en abbaye. Le père François en serait certainement devenu le premier abbé, si Dieu n'avait imprimé une direction toute différente à sa vie. Lors d'une séance, Monseigneur Ricard, évêque de Grahamstown, province du Cap, vint annoncer à l'Assemblée, par l'intermédiaire d'un interprète, qu'il avait acheté environ 2000 hectares dans son diocèse et qu'il voulait ériger un monastère trappiste. Il cherchait les religieux nécessaires et espérait les trouver en France, car les démarches qu'il avait faites en Irlande n'avaient pas eu de succès. « Je veux des trappistes, dit-il, parce qu'à mon avis, ils réussiront le mieux à donner aux indigènes Hottentots et Cafres l'exemple d'une vie complètement consacrée à Dieu et remplie de prières et de travail. Je leur donnerai le sol. En outre, je ferai élever à mes frais toutes les constructions nécessaires, monastères et bâtiments agricoles. Je fournirai aussi les 3 premières années le vêtement, la nourriture, les instruments, la semence, bref, tout le nécessaire. Je prendrai aussi à ma charge le voyage des trappistes de Londres au lieu de destination. » Le père se dit « Combien l'évêque ne savait pas ce qu'il fallait pour fonder un monastère ou qu'il était millionnaire. » Le vicaire général pria les abbés et prieurs de donner leur avis. Ils déclarèrent l'un après l'autre qu'ils ne pouvaient pas mettre les religieux nécessaires à la disposition, d'autant plus qu'il manquait de pionniers expérimentés. L'évêque avait mis de grands espoirs en sa visite à Sept-Fonds et ne put cacher sa déception. Le père François se leva et parla le dernier. « Si personne d'autre ne veut accepter, j'irai, dit-il calmement. Les pères du chapitre se regardèrent avec surprise. Comment ? Le prieur dont le monastère venait d'être élevé au rang d'abbaye se déclarait prêt à abandonner tout ce qu'il avait construit, la belle œuvre qu'il avait défendue au prix d'une dure lutte, et à recommencer en Afrique du Sud, dans des conditions encore plus difficiles. Je m'engage pour 3 ans, dit le père François. Je suis décidé à construire le nouveau monastère dans ce délai, pourvu que monseigneur l'évêque fournisse les sommes nécessaires, mais je me réserve le droit de retourner à l'Étoile de la Mer après 3 ans. Bien, décida le vicaire général. Si le prieur veut retourner à son monastère les 3 ans écoulés, je lui enverrai un successeur en Afrique du Sud avec les religieux nécessaires. J'espère les trouver d'ici là. J'ai encore une condition, dit père François. L'agrandissement du monastère a grevé l'Étoile de la Mer d'une dette considérable. Ce serait un triste héritage à laisser à mon successeur. Je ne le veux pas. Je voudrais prier monseigneur l'évêque de se charger au moins d'une partie des dettes. Sinon, je lui donnerai mon sous-prieur et quelques religieux, mais je resterai moi-même à l'Étoile de la Mer. L'évêque demanda quelle somme il aurait à fournir. Il sembla réfléchir lorsque le père François la lui indiqua. « Monseigneur, dit le vicaire général, si vous me permettez de vous donner un conseil, prenez le père François et payez. Le sous-prieur est loin d'avoir l'expérience nécessaire pour fonder un monastère. Le prieur, voilà l'homme qu'il vous faut. » L'évêque n'hésita pas et se déclara prêt à donner la somme nécessaire. On établit un protocole où il fut stipulé que l'évêque donnait 25 000 florins au prieur pour régler les dettes, contre quoi le prieur s'engageait à se rendre en Afrique du Sud avec au moins 10 religieux pour y construire le nouveau couvent aux frais de l'évêque. Les dés étaient jetés. Le jour même, le prieur partit pour l'Étoile de la Mer afin de préparer le plus rapidement possible son départ.